Alors bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce premier rendez-vous, enfin un premier nouveau rendez-vous de Révolution permanente à Résistance. Moi je vais essayer simplement d'introduire quelques éléments pour aborder le débat et la question tournant autour d'état d'urgence, état d'exception, origine, cause et moyens de les combattre. En partant donc de la situation qui est la nôtre depuis ces derniers mois, à laquelle nous sommes confrontés, qui est tout d'abord absolument extraordinaire au sens littéral du terme, mais qui en même temps est tout à fait normal. En tout cas tout à fait normal si on suit Manuel Valls, le Premier ministre, qui disait juste après les attentats que la République va porter la plus forte de ses réponses sur le territoire et contre le terrorisme, mais jamais nous ne sortirons du cadre normal fixé par la loi. Alors est-ce que Valls est menteur ? En fait, absolument pas. En tout cas, là-dessus, il faut lui accorder un crédit absolu. En fait, effectivement, et ce sera là mon premier point, si on prend les déclarations de Valls à la lettre, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un cadre absolument normal, alors un peu modifié, certes, mais dans un cadre absolument normal, ça en dit long sur ce dont quoi leur République est faite. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer aussi comment la situation est extraordinaire quant aux modalités à travers lesquelles l'État aujourd'hui agit. Si on prend des premiers, on va dire, théoriciens de l'état d'exception, en tout cas du coup d'État, plutôt de la raison d'État français, Gabriel Naudet, dans le début du XVIIe, il disait, je le cite, que tout doit se faire de nuit, à l'obscur, parmi les brouillards et les ténèbres. Et ce qui est assez, en tout cas impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement agit à la lumière du jour. Hollande réunit les chambres à Versailles et laisse dire à ses porte-flingues, en l'occurrence, je crois que il dirige le groupe où il doit être président du groupe socialiste au Sénat. On ne me demandez pas comment il s'appelle, il doit toucher un bon salaire pour ne pas faire grand-chose. En tout cas, il disait que c'était l'occasion de nettoyer la France et certains territoires français qui sont sous attaque. Et là aussi de façon absolument normale, tout en étant dans un cadre absolument extraordinaire. Dans la mesure où on imagine que, pour citer quelques chiffres simplement, s'il y a eu 3000 perquisitions administratives, un peu plus, entre novembre et la mi-janvier, 4 simplement a été liés à des dossiers d'antiterrorisme. On peut se demander, à la lumière donc, à la fois de la façon dont le gouvernement pose ouvertement les enjeux et la façon dont, en tout cas, les instruments dont il se dote semblent peu coïncider avec la lutte antiterroriste telle qu'elle est proclamée, de quoi cet état d'exception et le nom à quoi il correspond. Et je finirai donc par évoquer quelques réflexions sur la façon dont une sorte de fossé est en train de se creuser entre l'exécutif et ce qu'on appelle le peuple de gauche et les opportunités que cela présente. Alors pour ce qui est de l'état d'exception, premier élément, une définition simplement, donc, qui confère un état d'exception qui confère aux autorités civiles, dans l'aire géographique à laquelle il s'applique, des pouvoirs de police exceptionnels. Déjà ça fait pendant le dos, effectivement, portant sur la réglementation de la circulation, du séjour des personnes, sur la fermeture des lieux ouverts au public. L'état d'exception dessaisit la justice au profit des autorités administratives et préfectorales, aux ordres du gouvernement. Et donc Naudet, toujours donc le type dont je parlais au début, dit à sa façon, c'est assez intéressant, Valls n'aurait pas pu dire autre chose, que le coup de force ou l'état d'exception, c'est un excès du droit commun en fonction du bien public, ou pour m'étendre un peu plus, c'est un ensemble d'actions hardies et extraordinaires dont les gouvernants sont contraints d'exécuter face aux affaires difficiles et comme désespérées, contre le droit commun, sans garder même aucun ordre, ni forme de justice, hasardant l'intérêt du particulier pour le bien public. Et face à cette situation, donc absolument exceptionnelle, on a en fait, premier paradoxe, une série d'euphémismes. Parce qu'aux racines de l'état d'urgence, en fait, il y a une sorte d'euphémisme que je vais essayer de pointer. Aux origines coloniales de l'état d'urgence, il y a la loi du 3 avril 1955, donc pour faire face au début de la guerre de libération nationale en Algérie, et de façon à éviter de proclamer l'état de siège, Mendes France, donc celui qu'on encense en général pour mieux crucifier ce pauvre Guy Mollet, lointain cousin de Manuel Valls. Donc le grand Mendes, c'est lui en fait qui façonne, qui construit la loi sur l'état d'urgence. Donc face à une guerre qui ne dit pas son nom, ou dont on veut taire le nom, donc on va parler d'événements d'Algérie simplement, on proclame un état de siège dont on va aussi taire le nom,
en disant que c'est un état d'urgence. En fait, les racines coloniales de cet état d'exception n'ont rien d'exceptionnel, surtout si on se rend compte que, donc si vous me permettez leur dire, mais surtout si on se rend compte qu'il y a une sorte de fort lien entre la législation coloniale, historiquement, et les législations modernes, en tout cas sous le capitalisme. Certains disent, ou en tout cas ont étudié ou soutiennent que le code pénal, c'est en fait la transcription hexagonale du code noir, que les premières législations contre les travailleurs pauvres, ou en tout cas pour mettre les pauvres au travail dans les maisons de correction en Angleterre au XVIIe siècle, au XVIIIe, c'est l'exacte transcription de la législation coloniale dans les Indes orientales. Et en tout cas, ce à quoi on assiste, c'est qu'à travers les missions d'un certain nombre de fonctionnaires, de préfets et autres représentants administratifs, il y a au cours du XIXe une transcription complète d'un certain nombre de mesures, de tout un arsenal législatif, qui passe des colonies à l'Hexagone, ou des colonies en tout cas aux puissances colonisatrices. En termes de contrôle de la population, par rapport à la répression des marginaux, des dissidents, donc des punitions en tout genre, ou des mesures de redressement, etc. etc. Donc une sorte de long continuum entre cet état, entre la situation, l'état colonial et l'état capitaliste, et y compris avec des racines donc, qui perdurent par-delà le changement de situation. Et c'est encore plus vrai si on s'intéresse à la dernière mise en œuvre de l'état d'urgence sur une longue durée, donc par-delà, indépendamment des quelques semaines où il a été décrété par Villepin en 2005, et à l'époque d'ailleurs les socialistes avaient hurlé en disant que c'était les portes de la dictature. La dernière, disons, déclaration sur la longue durée, c'est entre le 23 avril 1961 et fin mai 1963, donc pendant un peu plus de 2 ans. L'état d'urgence est appliqué pour la première fois sur le territoire hexagonal, métropolitain. Il est accompagné d'ailleurs de la mise en pratique, de la mise en application de l'article 16 de la Constitution. Et là aussi, soit dit au passage, c'est toujours assez intéressant, puisque tout le monde, en tout cas pour ce qui est des opposants modérés, qui poussent des cris d'orfraie face à la constitutionnalisation de l'état d'urgence, mais personne en revanche ne touche ou n'aborde la question de l'article 16 qui confère de la Constitution, qui pour le coup va bien rester en place, et qui confère les pleins pouvoirs au chef de l'État. Donc De Gaulle fait rentrer en vigueur l'état d'urgence sur le territoire hexagonal, soi-disant pour, en tout cas c'est ce que nous disent les livres d'histoire officiels, pour lutter contre les partisans de l'Algérie française. Bon, il se trouve que c'est surtout la période au cours de laquelle sont massacrés les Algériens à Paris en octobre 61. C'est également quelques mois plus tard le moment où les manifestants, enfin 8 manifestants à Charonne sont tués lors d'une manifestation également interdite. Et c'est l'époque, pour finir sur ces premiers éléments, donc des racines coloniales de l'état d'exception, somme toute assez normal, c'est le moment également du couvre-feu qui vise sur le territoire hexagonal les, je cite, Français musulmans d'Algérie. Alors vous conviendrez, je ne vais pas m'étendre sur le concept, mais vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là, en fait, on est là aux origines du profilage que tout bon Français, je ne parle même pas des flics, que tout bon Français, auquel tout bon Français est habitué, parce que pour faire la distinction entre un mec un peu basané et un Français musulman d'Algérie, il faut quand même avoir un certain degré de perversion racisée et raciale dans la mise en œuvre de ce genre de jugement. Et c'est d'ailleurs ce que Franz Fanon pointait dans plusieurs témoignages, dans ses écrits. En général, il sortait de ses gonds absolument, puisqu'il était régulièrement arrêté par les forces de l'ordre. Et au moment où la maréchaussée se rendait compte sur son passeport, enfin sur sa carte d'identité, qu'il s'agissait d'un médecin psychiatre originaire de Fort-de-France, donc il s'excusait bien entendu, mais avec donc une sorte de lien absolument, disons, étroit entre situation coloniale transposée à l'Hexagone, législation coloniale et stigmatisation particulière de toute une frange de la population, de façon extrêmement scientifique et codifiée. Si l'on en vient maintenant plus directement aux racines hexagonales ou plutôt structurelles de cet état d'urgence, quelques éléments qui peuvent expliquer un peu la cristallisation ou la facilité en tout cas avec laquelle cet état d'urgence a pu se mettre en place et qui est très certainement lié à ce qu'on pourrait appeler les tendances bonapartistes intrinsèques du capitalisme français. Alors sur cet élément qui a d'ailleurs suscité des débats avec des camarades, on ne réduit pas le bonapartisme à la simple conduite politique des affaires telle que Napoléon Bonaparte au-dessus des classes et au-dessus des fractions de classe. Donc la conduite politique des affaires que Bonaparte va mener après la Révolution de 48, donc en arbitrant la situation et en gouvernant. On n'imite pas non plus la question du bonapartisme à des présupposés d'ordre charismatique ou de nécessité d'un homme providentiel,
puisque de ce point de vue-là, on a un grand charisme, puisque de ce point de vue-là, vous aurez compris que François Hollande est exclu d'entrée de jeu. Mais il existe une grande diversité, en réalité, de degrés de bonapartisme, d'états, de situations de gouvernement, plus ou moins autoritaires, plus ou moins soft, ou plus ou moins dictatoriales, qui sautent par-dessus les lois ou s'assoient sur les modalités habituelles à travers lesquelles les démocraties bourgeoises, telles qu'elles sont généralement codifiées, s'organisent, avec donc la séparation des trois pouvoirs, la prééminence ou du moins le contrôle du législatif sur l'exécutif, le dialogue permanent avec les corps intermédiaires ou la prise en compte de la société civile. Alors vous me direz évidemment que ça c'est sur le papier et qu'aucune démocratie bourgeoise n'applique à la lettre évidemment ce genre de préceptes, mais il existe néanmoins des régimes, et la Ve République en fait partie, qui systématiquement vont à l'encontre, ou en tout cas se fondent sur une sorte de remise en cause de cette modalité habituelle des formes de démocratie bourgeoise, et qui vont marquer justement de leur sceau le bonapartisme français, qui n'est pas lié à la personnalité de De Gaulle, qui n'est pas non plus lié au fait que ce soit Debré qui l'a écrit sous sa dictée, mais c'est une tendance qui précède en réalité la Ve République, qui est liée au caractère rentier et militariste du capitalisme français. C'est en tout cas, on publiera une brochure prochainement, il y a un camarade qui notamment développe ses idées, en pointant justement la façon dont, à plusieurs niveaux, donc l'État français a besoin d'exister à travers des modalités spécifiques pour mettre en valeur le capital et développer, en tout cas rendre possible la plus-value. Au niveau géopolitique, et on songera au précaré de cette ignoble France-Afrique qui est si chère et qui est une pièce clé de l'interventionnisme de Hollande, hein, avec une intervention militaire par an, conviendrait que pour un héritier de Jaurès, ça fait beaucoup. Au niveau économique également, avec le soutien étroit de l'État, là par-delà toutes les directives européennes qu'on considère, le soutien étroit de l'État à l'industrie de l'armement et de la défense en général, alors Dassault mais pas simplement, l'existence de géants de multinationales françaises dont les racines dépendent étroitement de ce même précaré dont on parlait, donc ça c'est Bolloré et d'autres encore, ou liés au contrat public, à la construction d'infrastructures, et au niveau social également une tradition, alors là qui est peut-être un peu plus, je ne sais pas si compliquée mais à concevoir, mais en tout cas qui est peut-être moins visible, en tout cas une tradition qui est une forte tradition d'affrontement du patronat français, qui est à l'œuvre depuis ces 35 dernières années, et qui très certainement est moins visible dans la mesure où elle n'a pas pu aboutir complètement, dans la mesure où on a assisté en fait à l'opposé de l'échiquier social, à tout un certain nombre de contre-feux et de résistances, depuis 1995 notamment, qui ont empêché justement, qui ont tenu la dragée haute au CNPF et à son successeur le MEDEF. Et tout ça justement implique une modalité toute particulière des formes politiques françaises qui se sont traduites par cette relative facilité avec laquelle on a pu passer justement de la normalité Ve républicaine à l'état d'urgence avec tout un certain nombre de conséquences. D'ailleurs, après une parenthèse dialogante, je ne vous rappelle pas les mois présidents de Hollande hein, lors de son fameux débat télévisé, mais après sa parenthèse dialogante, Hollande en fait n'a pas attendu d'ailleurs les attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de Vincennes pour remiser ses promesses et entamer un tournant, en tout cas, ou renouer avec un tournant bonapartiste extrêmement dur, en tout cas qui allait se durcissant. Donc avec le triple recours au 49.3 pour faire passer la loi Macron, et là aussi ce serait intéressant de voir les interventions des députés socialistes lorsque c'était un certain Dominique de Villepin qui avait recours à ces mêmes instruments en 2003-2004. La multiplication donc, de l'interventionnisme extérieur, avec là aussi, on songera aux réserves exprimées par Hollande lors de l'aventure libyenne de Sarkozy, et pourtant Hollande les a multipliées. Et enfin, les interdictions de manifestations et l'intensification de la répression policière contre les mouvements sociaux, avec l'exemple tragique de l'assassinat de Rémi Fraisse en novembre 2013, si je ne me trompe pas, 2014. Et enfin, donc aujourd'hui, avec cette prolongation indéfinie, même si codifiée, de l'état d'urgence, avec son corollaire de mesures exceptionnelles, dont quelque chose qui cristallise un certain nombre de débats,
la question de la déchéance de nationalité. Je reviendrai juste là-dessus en posant quelques éléments. De deux choses une, la déchéance de nationalité. Soit c'est une aberration législative, légale, c'est-à-dire qu'en fait Hollande a vraiment été très mal conseillé par des juristes qui ont fait des erreurs grossières, parce que déchéance de nationalité, en fait, c'est pas possible par rapport à un certain nombre de textes et d'engagements internationaux de la France. Soit, en fait, aussi, il faut dire les choses clairement, c'est une mesure pré-pétainiste ou pétainiste. Les dernières déchéances de nationalité, les vraies, en fait, c'est, en cherchant un peu, c'est janvier-février 40. C'est là que c'est assez intéressant, parce qu'en fait, c'est pas Pétain. Hein. Les dernières vraies déchéances, c'est le gouvernement issu de la Chambre de 36, et c'est André Marty et Maurice Thorez, qui sont déchus de leur nationalité pour trop grande proximité avec l'URSS. Immédiatement après, c'est ce même gouvernement qui a voté la déchéance de la nationalité de Marty et Thorez, qui va être à son tour déchu, donc notamment De Gaulle et d'autres, le ministre de l'Éducation du Front Pop notamment, qu'ils ont fait rentrer au Panthéon dernièrement, Jean Zay, et au passage 7000 juifs français et 11 000 juifs d'Algérie. Voilà, tout ça fait assez froid dans le dos. En fait, quand on y pense, et la façon dont si on changeait, en fait, il suffirait de changer effectivement aujourd'hui un certain nombre de substantifs pour montrer comment la situation aujourd'hui semble en même temps absolument aberrante et en même temps elle est très normale et elle plonge ses racines dans le passé. Mais là aussi, donc on nous présente ces mesures exceptionnelles comme découlant d'un absolu bon sens, là où en fait il y a des racines structurelles à la fois coloniales et économiques de cette mise en œuvre et de la facilité avec lesquelles cet état d'urgence a pu être mis en place. Je citerai juste pour finir ce point-là une courte citation de Mandel dans le troisième âge du capitalisme, qui dit, déjà en 1972, que l'hypertrophie et l'autonomie croissante de l'État, donc à l'ère du capitalisme post-guerre et des Trente Glorieuses, correspond au renforcement des difficultés de mise en valeur du capital et de réalisation de la plus-value. Et ça me permet justement d'aborder le deuxième point, qui est de quoi cet état d'urgence est-il le nom. Alors on pourrait penser que Mandel est un peu trop mécanique ou un peu trop réducteur. En fait, il y a une certaine intuition, en tout cas, qui semble assez intéressante à creuser. Ou alors, sinon, il faudrait prendre des contre-exemples. Et si on s'attache simplement aux arguments de bon sens, qui sont l'alpha et l'oméga du discours de François Hollande et de Manuel Valls dernièrement, il faudrait expliquer à quoi servent les mesures d'exception qui ont été mises en œuvre. Donc j'en citerai quelques-unes. Donc les 3000 perquisitions administratives, donc entre dont j'ai parlé, mi-janvier, mi-novembre, début janvier, qui aujourd'hui sont en chute libre. 4 simplement visaient des dossiers liés à l'antiterrorisme. Et néanmoins, et l'ensemble de la FICAI qui est invité à longueur de plateau télévisé à BFM, etc., dit que c'est absolument essentiel, la perquisition administrative, etc., etc. Mais aujourd'hui, ils n'en font même plus parce qu'en fait, il n'y a plus nécessité, visiblement. Et néanmoins, l'état d'urgence est prolongé. Deuxième élément, par rapport à l'opération, notamment de grandeur nature du territoire national, de l'espace public plutôt, par l'armée. Avec parfaitement naturalisé, renforcé par l'opération Sentinelle, qui vient compléter Vigipirate, qui a fait les beaux jours des journalistes, vous savez, à l'époque, où on faisait une sorte de gradation des couleurs, orange, rouge, écarlate, machin chose. Donc maintenant, c'est l'opération Sentinelle, c'est beaucoup plus simple. Aussi, combien d'attentats déjoués par les 10 000 mecs qui ont été déployés sur le territoire hexagonal, et notamment en Ile-de-France, pour l'interrogation. Si on revient aux modifications de l'arsenal législatif, avant même d'ailleurs qu'il soit traduit dans la loi et qu'il soit mis en œuvre par décret, on sait qu'un certain nombre de discours qui ont été portés par Hollande et Valls ont permis, en tout cas, ou ont donné un permis de tuer à la police, aux flics, avec comme les derniers cas les plus évidents étant celui de la Goutte d'Or et celui de Cergy, sur lequel d'ailleurs on est pas mal revenu dans le journal. Et là on est rentré en fait dans une phase dans laquelle la police, qui soi-disant est quand même plus ou moins vaguement formée, au moins au tir de précision à courte portée, d'accord, donc ils savent faire la différence entre la tête et les jambes, peuvent donc abattre, mais de plusieurs balles en fait, en tirant dessus plusieurs fois. Enfin, la situation c'est abominable, mais effectivement, dit comme ça peut faire rire, mais donc peuvent abattre un homme qui visiblement donc, qui souffrait de troubles psychiatriques, sans qu'à aucun moment donné, les louanges et les compliments qui ont été faits immédiatement par le ministre de l'Intérieur soient remis en cause un seul instant par des membres du gouvernement, disant voilà,
Il se trouve que nous louons les forces de police, mais néanmoins, effectivement, il ne s'agissait pas d'eux. Là aussi, pareil, une sorte de réponse absolument qui semble en tout cas sortir du cadre de ce qui devrait être officiellement, en tout cas, le discours antiterroriste du gouvernement. Et pour répondre à ces contradictions apparentes, mais qui en réalité ne sont pas tant que ça, quelques éléments. La politique, elle est réelle, mais elle est également performative. Elle dépend de rapports de force objectifs, mais elle est également cette capacité à modifier les coordonnées du conflit. Et je vais donner simplement un contre-exemple qui va nous servir par la suite pour mieux comprendre. Disons tiré à l'opposé, disons, de l'échiquier politique pour le coup. Est-ce que le rapport global de force entre travail d'un côté et MEDEF et gouvernement de l'autre change lorsque Michael Wamment fait une intervention sur Canal+? Absolument pas. Néanmoins, ce qui change, c'est les coordonnées du débat et donc potentiellement les coordonnées du conflit. Et le caractère réel, mais également largement performatif, très spectacularisant de l'état d'urgence, a pour but, dans sa mise en scène également, au vu en tout cas de ce qui est la lutte antiterroriste, un objectif politique extrêmement clair, qui est d'abord d'ériger la peur en modèle de gestion sociale, de mettre au pas, de faire plier ou de briser, de façon plus ou moins préventive ou plus ou moins directe, préventive aujourd'hui, toute tendance ou toute possibilité de dissidence. C'est en tout cas, sans revenir sur les exemples précédents, ce qui a sauté aux yeux, je crois qu'il n'y a qu'un seul média, c'est Mediapart, qui s'est un peu intéressé à la question, lors de l'opération, là aussi dite antiterroriste, de la rue Corbillon à Saint-Denis, et je passerai sur le nombre de cartouches qui ont été tirées par les forces dites spéciales avec l'efficacité qu'on sait, au placement de la ville de Saint-Denis, là pour le coup en état de siège militaire, pendant toute la matinée successive, avec des jeunes hommes qui étaient forcés de s'agenouiller, donc qui étaient tenus en joue. Vous avez des images là aussi, mais qui bizarrement ont disparu des écrans. Donc des jeunes hommes qui étaient tenus en joue et qui étaient forcés de s'agenouiller et de relever leur blouson pour montrer qu'ils n'avaient pas d'explosifs sur eux. Donc ça rappelle là aussi des scènes de type territoire occupé de Sahel en Palestine. Et une opération donc, qui répond à un impératif militaire ou fondamentalement à une répétition générale politique. Et je crois que c'est là, sur le registre donc, du plus ou moins préventif, qu'il y a une des explications de l'état d'urgence qui a pour nom, effectivement, et qui a pour but cette mise au pas des classes subalternes, du monde du travail, de la jeunesse, par des modalités, en tout cas, qui sont toutes droit sorties de l'arsenal colonial répressif, mais qui néanmoins sont mises à l'ordre au goût du jour à travers une situation dite exceptionnelle, extraordinaire, qui ont été les attentats de novembre. Et c'est là que Goodyear offre une grille de lecture assez intéressante, et soit dit au passage, d'ailleurs, l'une des premières, mais c'est pas exactement la même chose, mais dans l'histoire du droit, l'une des premières modalités de l'état d'urgence, le justitium, dans la République romaine, d'ailleurs est décrétée lors des tumultes. Donc voilà, c'est une façon pour le Sénat d'appliquer, de recevoir les pouvoirs exceptionnels et d'appliquer une législation qui sort de la norme. L'exemple des Goodyear ici offre une grille de lecture assez intéressante. Quel est le lien entre les Goodyear et le terrorisme, et les attentats? Aucun, évidemment. Mais est-ce que les 8 de Goodyear auraient été, dont la peine a été prononcée, requise, donc quelques jours après les attentats, est-ce qu'ils auraient occupé d'une peine aussi sévère s'il n'y avait pas eu les attentats? Et là aussi, donc à cause de ce changement de cadre, donc de façon préventive, on met en œuvre fondamentalement tout un certain nombre de mesures qui visent clairement un secteur de la société et surtout des futurs et potentiels Goodyear qui pourraient surgir dans la mesure où la situation du capitalisme français est loin d'être formidable, comme vous le saurez, et un certain nombre de conflits type Goodyear pourraient réapparaître dans les prochains mois. Et encore une fois, c'est les représentants de la bourgeoisie qui sont les plus léninistes et qui ont la vision la plus claire des choses. Je vais en citer deux. Pascal Gateau, qui est donc dans l'usine Nouvelle,
donc qui est l'organe des maîtres de forge de l'UMM, le patronat de la métallurgie, qui dit clairement à propos de la condamnation des bouilleurs. La justice, en confirmant la peine, donc il espère que la justice, effectivement, que la peine va bien confirmer la peine, qu'ils vont bien aller en prison, pourrait signifier que le temps de l'impunité est révolu. Si c'est le cas, cela signifierait qu'il n'y a plus non plus de place pour les jacqueries violentes qui dégénèrent. Alors sur une modalité un peu plus dialogante, le père de l'actuel président de la Région de France, Jean-Francis Pécresse, dans Les Échos, lui aussi revient sur la peine de prison. Donc il dit que la peine de prison, la peine requise est assez spectaculaire. Donc lui aussi, il est absolument conscient du caractère démonstratif et performatif de la politique et de la politique telle qu'elle est mise en œuvre par le gouvernement et le parquet. La peine requise donc, est assez spectaculaire pour refroidir à l'avenir les ardeurs révolutionnaires des sans-culottes de l'action sociale. Ceux-ci réfléchiront à 2 fois avant de monter à l'assaut des bureaux de la direction. Si monter à l'assaut des bureaux de la direction, si la situation n'était pas celle qu'on savait et en fonction des derniers événements, disons que c'est vrai qu'il y a une sorte de style qui est assez délétère. Voilà, pointe au bout du compte Pécresse, voilà une volonté manifeste de poser une limite au combat syndical légitime. Et donc c'est là une façon d'en venir au 3e point de cette discussion qu'on pourrait également donc, aborder, que je voulais introduire, la question de la légitimité, ou plutôt la question de l'assise sociale à travers laquelle l'exécutif peut se permettre de gouverner normalement, à mesure où effectivement l'état d'urgence, l'état d'exception, ne peut pas se prolonger indéfiniment, par-delà les paris plus ou moins obscurs que fait Hollande pour 2017. Et pour ce qui est donc de la question sociale, de la légitimité du consensus réel existant entre ce qui a fait fondamentalement disons, la base sociale du hollandisme, en tout cas l'anti-sarkozysme qui s'est traduit en un vote pour Hollande en 2012. Bon, pour ce qui est de l'assise sociale, les sondages donnent pas cher de la peau à l'exécutif. Et surtout, la situation est absolument différente de janvier 2015. Et j'en veux pour ça un seul exemple. Alors je ne sais pas si je me hasarde trop en faisant le pari, mais en tout cas je vous le propose. Je pense qu'on peut imaginer absolument, et d'ailleurs avec les meilleures intentions du monde, qu'il y a ici parmi nous des amis, des camarades, qui ont été à la manifestation du 7 janvier dernier. Non pas pour être avec Hollande et Netanyahou, mais parce que c'était Charlie, du 11 janvier. De l'année dernière. De l'année de 2015. Parce que c'était Charlie, parce que la situation était absolument extraordinaire en raison du choc, etc., etc. En revanche, je suis prêt à relever le pari du fait qu'ici, aucun d'entre nous, absolument personne, n'a regardé au garde-à-vous sur son téléviseur, avec un torchon tricolore au balcon et le bleu-blanc-rouge sur son profil Facebook, le discours de François Hollande en hommage, ou soi-disant hommage aux victimes, dans cette mise en scène à huis clos de la Cour des Invalides, en présence des corps constitués et surtout des corps constitués de l'armée. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de fossé de division qui se creuse entre ce qui a pu être, ou en tout cas ce qui a pu faire, une sorte d'assise sociale du hollandisme pendant un certain temps, et la situation actuelle. Pourquoi ? Parce que d'abord la ficelle est aussi grossière qu'un fil de fer barbelé tendu à la frontière entre la Hongrie et la Serbie pour faire obstacle aux migrants. C'est-à-dire qu'une chose c'était de manifester pour la liberté d'expression, autre chose c'est de manifester ou ce serait de se mobiliser pour l'état d'urgence, et l'état d'exception pour le coup. Et ça on a pu le voir avec non pas les toutes premières manifestations qui ont pu avoir lieu, des rassemblements interdits du 22 et 29 novembre, d'ailleurs soit dit au passage, le nombre d'arrestations, donc les 317 gardes à vue de militants fondamentalement du 29 novembre, là aussi montre le caractère performatif et la mise en scène et la répétition générale à laquelle le gouvernement a voulu se livrer, avec l'aval d'ailleurs sur le temps passant de l'ex-garde des Sceaux, qui en l'occurrence devait être parfaitement au courant qu'il y avait 317 militants qui étaient mis en garde à vue et pas simplement contrôlés à 19h en Ile-de-France. Et soit dit au passage, d'ailleurs, ça montre que l'ensemble ou en tout cas une partie des organisations dites d'extrême gauche qui n'ont pas participé à ces rassemblements interdits sont extrêmement modérés. Mais en revanche, le 30 janvier, on était 40 000. 40 000 dans la rue, sous une pluie battante, 20 000 à Paris, donc à l'appel des 2 comités, donc Nous ne céderons pas, donc piloté par la LDH. Et donc là, on voit le malaise grandissant qui existe
disons, dans ce qui serait le PS et son cercle élargi. Et donc stop à l'état d'urgence, qui est notamment donc à l'initiative du DAL. Donc 2 comités qui se sont mis en place. Il y a également donc un collectif anti-guerre qui prend forme et qui s'est réuni, qui a fait un certain nombre de propositions. Et enfin, donc, il y a le collectif pour la relax des 8 de Goudia, dont parlait Daniela à l'instant. Et il serait absolument légitime de penser que ces thématiques, c'est-à-dire l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, l'offensive militaire au Proche-Orient et au Proche et au Moyen-Orient, et la criminalisation du mouvement social, convergent et, en tout cas, deviennent une seule et même mobilisation contre une situation qui, en tout cas, déroule un fil politique et une orientation qui, justement, prétend diviser, fragmenter, atomiser ces différents secteurs en menant sans coup férir une politique absolument réactionnaire. Et donc 2 questions par rapport à ça. D'abord par rapport à la façon dont l'ensemble de ces mouvements pourraient converger, en termes calendaires également, dans la mesure où, en s'inspirant de ce qui a pu être fait, notamment en 2002-2003, lors du mouvement contre la guerre en Irak, il faudrait, en tout cas, il serait absolument légitime de penser qu'on a besoin d'échéances rapprochées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en avoir une simplement le 30 janvier, un meeting à Paris 8 qui a été annoncé le 10 mars, suivi de la manif le 12, et après une 3e manifestation qui serait on ne sait quand. Il faut qu'il y ait, parce que je crois, et enfin, je pense qu'il y a un certain nombre de camarades qui pouvaient être présents dans la manifestation, dans des réunions, savent qu'il y a une certaine volonté, en tout cas une nécessité au sein de secteurs qui ne font pas obligatoirement partie de notre milieu, des milieux les plus radicalisés, mais de manifester leur opposition à la situation qui est la situation actuelle. Et la deuxième question, c'est, au vu là aussi des événements de 2002-2003, des méthodes qui avaient pu être mises en œuvre, ou plus dans le passé, de voir comment ces combats peuvent se regrouper et se traduire directement sur le lieu de travail, sur les lieux d'études, à travers des comités qui seraient effectivement contre l'état d'urgence, contre la guerre, contre la criminalisation du mouvement social, et donc des cadres de front unique fondamentalement, dans lesquels il me semble que les révolutionnaires pourraient jouer un rôle, en tout cas absolument important, et de façon à intensifier le combat dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'était 3 points simplement que je voulais poser, et je cède la parole aux camarades et aux amis qui sont présents, de façon à pouvoir entamer ce débat. Merci. Par rapport aux questions de guerre et de terrorisme, et puis par rapport à, en gros, pour revenir sur quel est l'objectif, quelle est la finalité de l'état d'urgence en tant que tel. Pour ce qui est de la guerre, moi, enfin, sans rentrer dans les détails, depuis que Colin Powell, et même avant, a secoué sa petite fiole avec, je ne sais plus si c'était de l'anthrax ou de la peste ou un truc comme ça, il est clair effectivement que les impérialistes n'interviennent pas à l'étranger pour la démocratie et les droits de l'homme. Voilà. Les États-Unis et la France, vous pouvez les mêmes sur le même point, de ce point de vue-là. Alors quels sont le deuxième élément, c'est qu'il y a eu des situations, en tout cas ces 15 dernières années, où à travers des fameuses révolutions de couleur, des sortes de transitions démocratiques plus ou moins orchestrées savamment ou grossièrement par les impérialistes, il y a eu la tentative, plus ou moins réussie, de mettre un frein, en tout cas d'encercler un certain nombre de concurrents potentiels des puissances, disons, aujourd'hui dominantes. Est-ce que, face à la Syrie, on est exactement dans la même configuration ? Bon, il me semble qu'il y a quand même une différence entre la façon dont la révolte syrienne a émergé dans le sillage des révolutions arabes, et là, ce dont je suis sûr, c'est que c'est pas les impérialistes, c'est pas, comment elle s'appelait, la ministre de Sarko, là, de celle qui voulait vendre des matraques en plus aux flics tunisiens. Ali Omari, c'est clairement pas eux, effectivement, qui ont suggéré fortement aux jeunes Égyptiens, aux jeunes Libyens, aux jeunes Tunisiens et aux jeunes Syriens qui ont été les premiers à se révolter, de se révolter. Après, la façon dont les impérialistes essayent, en dernière instance, de tout faire pour moins perdre, c'est autre chose. Voilà. Et de ce point de vue-là, je crois que les Français n'ont aucune leçon à recevoir ni à donner aux Américains, parce qu'en termes de formation et méthodes de torture, etc., disons, ils en connaissent un paquet aux armées françaises. Et je crois qu'ils ont, ne serait-ce que
Il suffit de penser à la guerre civile algérienne des années 90 pour voir qu'ils ont eux aussi créé des groupes, des commandos et autres, à l'image de ce que font leurs barbous quand ils interviennent à l'étranger. Dernier point sur la question de la... En gros, ouais, ceux dont l'état d'urgence serait non, en fait. Quel serait son objectif? Moi, je pense qu'il y a un côté... il y a un côté fondamentalement démonstratif et préventif dans la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, que ce soit en termes d'assignation à résidence, en termes de perquisition. En gros, il y a ce côté de faire peur ou faire taire toutes les emmerdeuses et tous les emmerdeurs. C'est-à-dire, l'idée, c'est voilà, de créer les conditions pour pouvoir, aujourd'hui c'est préventif, éventuellement de façon active demain, pour faire peur et faire taire et pour faciliter la façon dont le capitalisme, enfin l'État, ses divers rouages, etc., et y compris le patronat, pourra perquisitionner les casiers pour y choper X ou Y choses, pourra empêcher que des réunions syndicales se tiennent, pourra empêcher que la jeunesse puisse faire de la politique sur les facs, sur les lycées, etc. etc. Donc il y a un côté flicage, contrôle, mise au pas. Donc ça c'est disons je pense la façon dont cet arsenal a été pensé. Donc voilà. Après, pour rebondir sur la fin sur l'histoire de banquier, je pense qu'il y a une tradition en France qui n'est pas spécifiquement française parce que la plupart, enfin une partie en tout cas des gens qui l'a pratiqué étaient soit juifs allemands, soit métèques. Non, une tradition d'organiser des banquets lorsque les réunions publiques étaient interdites par Louis-Philippe, c'est la donnée 48. Une tradition de s'opposer à la guerre du Rif lorsque tout le monde, en tout cas l'ensemble de la bourgeoisie, était pour la mise au pas des indigènes au Maroc. Et ça, c'était le PC, lorsque le PC était encore section française internationale communiste qui l'organisait. Il y a eu une tradition historique aussi de porteurs de valises, d'aide et de soutien de réseaux militants au FLN et aux nationalistes algériens lorsqu'il fallait s'opposer effectivement à la sale guerre. Et je crois que c'est d'autant plus important que dans ces combats légitimes qui s'opposaient à l'égalité du droit, il y a eu la formation, la possibilité de formation des cadres, notamment pour ce qui est d'Algérie, de ce qui après donnera la tonique, la teneur de mai 68, de mai 68 au sens du processus et des années 68. Et donc c'est pour ça aussi que je crois qu'il faut qu'on se saisisse de l'ensemble des opportunités pour qu'aux côtés des militants, aux côtés des activistes, aux côtés tout simplement des camarades qui sont ou non encartés, porter justement ce combat, se former et se préparer aux affrontements, parce qu'il y en aura qui vont venir. La bourgeoisie saura utiliser à son avantage l'arsenal qu'elle aura mis en œuvre, et nous aussi, il faudra qu'on sache mettre en œuvre et mettre à profit le savoir-faire qu'on aura accumulé pour contrer justement ces dessins. Donc voilà. Merci.